En manchette cette semaine à Infocam, premièrement, Mme Karine Mercier nous parle d'une toute nouvelle formation offerte à l'ITAC. Pour répondre à un besoin qui nous a été signifié. Mme Karen Gutiérrez nous fait un retour sur les 5 à 7 d'ici et d'ailleurs. C'est vraiment une activité où on vient faire des réseautages, partager. Et Chantal Thibault nous parle de hockey féminin avec les Cyclones du Bas-Saint-Laurent. À Saint-Pascal, dans le fond, c'est le 3 mars. Mesdames et messieurs, bienvenue à Infocam. Mon nom est Guillaume Pigeon et voici l'actualité de la région du Kamouraska pour cette semaine. En premier lieu, je me suis entretenu avec Karine Mercier, qui est la directrice générale par intérim de l'ITAC. Au campus de la Pocatière, une toute nouvelle formation est offerte en soins des bovins et équins. Madame Karine Mercier, vous êtes directrice générale, vous, par intérim pour l'ITAC, puis vous avez une belle nouvelle formation, une AEC, là, qui vient de naître. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, en fait, on a développé une AEC de perfectionnement. Il y a deux types d'AEC dans le milieu. Là, on peut avoir une AEC plus de base, donc on va vraiment chercher une formation initiale. Et une AEC de perfectionnement, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont déjà un certain bagage là, dans un domaine. Donc, on a développé une AEC de perfectionnement en soins des bovins et équins. Ouais. Et c'est vraiment pour répondre à un besoin qui nous a été signifié de la part de beaucoup d'associations au niveau vétérinaire. Donc, il y avait un besoin qui était énoncé, on a regardé les possibilités, puis on a décidé de se lancer dans l'aventure pour répondre à ce besoin là, qui était nommé. Et ce besoin-là, justement, est-ce qu'il est plus ciblé par exemple, au Bas-Saint-Laurent ou bien non, vous l'avez noté à la grandeur de la province? Il est vraiment à la grandeur de la province, mais c'est certain que le besoin est plus présent dans les régions. En fait, le rôle d'un technicien en santé animale qui vient vraiment assister le vétérinaire dans les soins aux grands animaux, donc les vétérinaires qui se déplacent sur les fermes notamment, il y a tellement un manque au niveau des vétérinaires qui se tournent de plus en plus vers ce type de duo-là. Donc, un assistant en santé animale qui a une expertise dans les grands animaux pour les aider à répondre aux besoins qu'il y a présentement. Donc, c'est vraiment dû à une pénurie au niveau vétérinaire, une solution alternative qui est d'impliquer davantage les techniciens en santé animale. Puis, l'enjeu auquel ils faisaient face, essentiellement, c'est que la formation de base en technique de santé animale, elle prévoit une formation sur les grands animaux. Mais dans la formule actuelle, c'est pas tous les établissements qui offrent ce deck-là qui sont capables de donner beaucoup une avancée en grands animaux. Des fois parce qu'ils n'ont pas pris cet angle-là prioritairement dans leur formation ou parce qu'ils n'ont pas les installations nécessairement pour pouvoir donner cette formation-là. Donc, le besoin qu'on vient combler avec l'AEC de perfectionnement, c'est vraiment pour aller donner un plus au niveau de la formation des grands animaux à ces techniciens qui sont déjà formés au DEC. OK. Puis, justement, ça l'aide beaucoup le travail des vétérinaires, comme vous parliez d'une pénurie, mais vite de même, côté producteur, eux, c'est quoi leur avantage? Est-ce que ça coûterait moins cher faire venir un technicien? Je ne sais pas, c'est une question là, qui pop de même. En fait, c'est un domaine qui est quand même très réglementé. Hein? Un technicien en santé animale ne peut pas faire tous les actes qui sont des actes délégués. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir toujours un vétérinaire, notamment pour tout ce qui est diagnostic, d'initier des traitements, la prescription, si on peut dire. C'est un peu comme le même modèle médical. Le médecin peut faire plusieurs actes, mais il délègue à d'autres corps professionnels, des fois ça peut être des pharmaciens, des infirmières et autres. Donc, le technicien en santé animale, il a une certaine professionnalité. Il peut agir avec professionnalisme à l'intérieur des actes délégués qui lui sont réservés. Donc, oui,
La réponse, ça vient pour le producteur parfois vraiment sauver des coûts. Ça dépend toujours du besoin. Donc, si on est capable d'identifier que le besoin nécessite qu'un technicien en santé animale aille faire une intervention, que le médecin vétérinaire a déjà établi que oui, c'est ça le traitement à faire, bien effectivement, au lieu de déplacer un vétérinaire, on peut déplacer un technicien en santé animale. Donc, oui, ça peut représenter une diminution des coûts pour les producteurs, mais je ne peux pas vous dire que c'est automatiquement le cas. Il y a vraiment une analyse qui doit être faite à chaque fois par le vétérinaire en question. L'analogie avec le réseau de la santé est facile, en fait, à comprendre. Oui, puis c'est beaucoup, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup se développer présentement. C'est pas naturel là, pour les médecins vétérinaires de s'associer à un technicien en santé animale, mais il y a eu plusieurs bonnes expériences qui ont été réalisées. Puis ben c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers nous en disant on aurait ce besoin-là. C'est vraiment une plus-value. Puis c'est ce qu'on remarque. On s'est promené dans différents congrès, colloques depuis l'année dernière, et fréquemment c'est avez-vous pensé comme vétérinaire à vous associer avec des techniciens en santé animale, puis voici les avantages que ça donne. Donc, il y a plusieurs expérimentations qui sont faites et qui sont très porteuses de sens. Oui. Cette formation-là, est-ce qu'au Québec, présentement, c'est la seule de ce genre-là? En fait, oui. Il n'y a pas d'autres AEC de perfectionnement en soins bovins équins, c'est le premier. La formation, par contre, elle n'est pas requise pour pouvoir faire les actes auprès des grands animaux. C'est vraiment le DEC de base en santé animale qui est requis. Mais on est vraiment venu combler certains manques dans cette formation-là présentement. Je mets une parenthèse quand même parce qu'on sait que ce DEC-là, il est en révision présentement. Puis un des enjeux derrière cette révision-là, c'était justement comment est-ce qu'on vient répondre aux besoins de plus en plus grandissants de techniciens qui sont mieux formés en santé animale. Donc, on verra dans la nouvelle mouture de ces DEC-là si le besoin est plus comblé. N'empêche que ça fait déjà 20 ans qu'on forme des techniciens en santé animale qui n'ont peut-être pas toujours eu l'occasion d'avoir ce perfectionnement-là. Donc, on l'offre autant pour ceux qui finissent un DEC tout récemment que ceux que ça fait plusieurs années qui ont déjà terminé. Est-ce que c'est principalement pratique ou théorique et pratique? Comment vous le voyez? C'est théorique et pratique, mais le besoin était vraiment, la compétence à développer, elle était pratique. Donc, on parle beaucoup de manipulation de grands animaux et tout. Donc, on l'a développé sous une formule. Il y a une portion qui est toujours théorique, qui peut être donnée de manière hybride, c'est-à-dire soit en présence ou soit en ligne. Et c'est toujours suivi de la mise en pratique de ce qu'on a vu. Donc, on suit vraiment cette séquence-là de semaine en semaine. L'objectif étant vraiment de développer le savoir-faire plus que le savoir. Parce que comme c'est de perfectionnement, ils ont déjà un bon savoir. On veut perfectionner leur savoir-faire. Oui, si moi je lisais un livre sur l'accouchement, je pense pas que vous voudriez que je vous aide. Effectivement, j'aimerais mieux que vous pratiquiez quelquefois. Super. En concluant, en lisant l'article que j'ai reçu de votre part pour annoncer cette nouvelle-là, vous parlez aussi que ça offrirait des opportunités de réseautage. Je trouvais ça intéressant. Ce serait sous quel angle que vous voyez ça? Le réseautage, on est vraiment dans cette approche-là, peu importe la formation qu'on donne. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse répondre à un besoin du marché. Notre mission, c'est ça, c'est de former des gens pour les besoins qui sont nommés. Donc, tout ce qui est réseautage avec les organismes, les associations de médecins de vétérinaires en grands animaux, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, puis effectivement, tous les cégep qui donnent le DEC en technique de santé animale. C'est sûr qu'on veut être partenaire. Notre objectif, c'est qu'on comble un besoin qui était identifié, puis après ça, on avance. Et le modèle qui est à la base de cette nouvelle formation-là, c'est justement d'amener une mise en réseau entre les vétérinaires et les techniciens en santé animale. Donc, tout est dans le réseautage. Voilà. Madame, merci. Merci encore pour votre temps et je vous souhaite une très belle journée. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Dernièrement, certaines personnes ont eu la chance d'observer des phoques du Groenland, entre autres au quai de Rivière-Ouelle. Ce n'est pas une espèce qui est standard ici dans la région. Et un de nos collaborateurs, M. Guy Lavigueur, a pris des images de drone qu'il nous a partagées. Donc, pour le plaisir de nos yeux, voici les images de M. Guy Lavigueur et des phoques du Groenland.
Le Centre Femmes La Passerelle, Projection 1635 et la MRC de Kamouraska se sont associés pour créer un événement qui est le 5 à 7 d'ici et d'ailleurs sous une thématique africaine. Avec Mme Karen Gutiérrez, nous faisons un retour sur cet événement qui a été bien coloré. Bien, Karen, ici au Centre Femmes La Passerelle, en collaboration avec Projection 1635, vous organisiez un 5 à 7 d'ici et d'ailleurs à Saint-Alexandre vendredi dernier, le 16. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, c'est ça. Donc, à chaque mois, d'habitude, on organise un 5 à 7. Le hashtag, c'est à chaque vendredi. Puis là, pour le mois de février, on avait vraiment se focalisé en le mois de l'histoire des Noirs. Donc, on voulait vraiment faire de quoi spécial. On a choisi le village de Saint-Alexandre pour faire l'activité. Donc, dans la grande salle, l'univers. Puis, on s'est focalisé vraiment dans la place de Madagascar. Donc, on a mis vraiment en lumière pour savoir c'est qui Madagascar, c'est quelle personne, la culture, savoir plus. Donc, c'est ça. Mais d'habitude, c'est vraiment tout le monde sur Afrique du Sud, Afrique du Nord. C'est vraiment, on m'y focalisé dans toute cette mois-ci, là, mais c'est ça. C'est vraiment une activité où on vient faire des réseautages, partager. C'était comme une belle journée potluck. Donc, on a aussi mangé quelques mets de Madagascar. Puis, c'est ça, c'est vraiment le fun, là, honnêtement. Là. Puis, on essaie de plus en plus à en faire comme à chaque mois comme des activités comme celle-là. Mais c'est ça, le mois de février, c'était vraiment Madagascar, la lumière au Kamouraska de Saint-Alexandre aussi. C'est plus ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens du Madagascar qui habitent à Saint-Alexandre ou dans la région, tout simplement? Et il y en a quand même quelques-uns. J'ai resté surpris. On était une soixantaine de personnes vendredi dernier. Puis, il y en avait quoi? On pourrait dire comme une quinzaine ou vingtaine de personnes de Madagascar, juste de Madagascar. Donc, c'était vraiment wow! Mais c'est sûr qu'on sait bien que ces gens-là, ils travaillent vraiment beaucoup en l'entreprise de chez Alima Asta. Donc, c'est pas mal de gens de là, mais il y avait des Maurice, des personnes de Mauriciennes, puis de l'île de Maurice. Donc, c'est vraiment de plus en plus de personnes de différentes ethnies qui sont là. Donc, elles sont venues à cette soirée-là, mais on a une quinzaine, vingtaine de personnes de Madagascar, puis c'est vraiment très agréable, ces soirées-là, là, pour vrai, là. Rejoindre tous ces gens-là, là, c'est nice, là. Je connais quand même un peu la culture africaine et d'habitude, c'est très festif. Est-ce qu'il y a eu de la danse, de la musique? Comment ça s'est déroulé, la soirée? Et oui, il y en a eu de la danse, il y a eu de la musique. En réalité, il y a eu un groupe qui était composé par des personnes de Madagascar. Ils ont fait de la musique, ils ont chanté des chansons vraiment de chez eux. Et c'était vraiment après ça, nous montrer la danse. Donc, à quelques pas, au début de chaque chanson, il y en avait quelqu'un aussi qui pouvait nous expliquer. Donc, à expliquer c'était quoi la chanson, de quoi ça allait parler, de la culture, et qu'est-ce que ça signifie, ces chansons-là. C'est vraiment touché, là. Ils ont vraiment pris le temps pour organiser cette soirée avec nous. En plus, il y a aussi Projection, que c'était Caroline Roussel, c'était vraiment son comité à elle, avec elle, ils ont travaillé pour organiser ce moment-là de danse puis de musique. Mais c'est ça, c'était un petit groupe là, formé par des personnes de Madagascar. Là. Donc, les pas, moi, je restais surpris là, pour verlo. C'est une musique assez vraiment colorée. En bouche, là. On la ressent. Puis au niveau du nombre de gens qu'il y avait dans la place, est-ce qu'il y avait beaucoup de gens du Kamouraska ou est-ce que c'était beaucoup représentatif, le multiculturel? Et c'était vraiment multiculturel, je dirais. C'est sûr qu'on avait des personnes de Québec, québécois, donc des gens de la région del Kamouraska qui viennent voir ces soirées-là, connaître un peu plus la culture, puis aussi faire un peu de réseautage. Et on avait des gens de Rivière-du-Loup. J'ai resté surpris parce que j'ai retrouvé des gens de Rivière-du-Loup. Mais c'est ça, c'est pas mal tout des Kamouraska, puis beaucoup de gens d'ailleurs. Donc, on avait des différentes cultures qui sont venus à ces soirées-là, puis participer pour la festivité. Donc, non, je suis vraiment contente du résultat. C'est ça, venir chercher 60 personnes dans une soirée comme celle-là, c'était vraiment agréable pour pouvoir organiser de plus en plus avec des partenariats des autres organismes. Là. Non, c'était vraiment
vraiment le fun. Puis en terminant, peut-être si vous avez déjà une date, le prochain 5 à 7, si vous disiez que vous en faisiez un environ à chaque mois, est-ce que vous savez déjà la date et le lieu? Et oui, le prochain, ça va avoir lieu ici, au Centre Femmes. Donc, ça va avoir lieu le 22 mars, si je ne me trompe pas. Et en tout cas, c'est toujours le 3e vendredi du mois. Mais on peut aller directement sur la page Facebook du Centre Femmes, la passerelle. Donc, il y a toutes les activités qui s'organisent ici au Centre Femmes, puis on peut vraiment aller voir la date précise. Mais sinon, aussi sur mon Facebook, Karen Agent interculturel. Puis, c'est ça, c'est pas mal. Je partage tout le temps les événements. Donc, les 5 à 7, peu importe, là, sont toujours affichés sur le site Internet. Merci, Karen. De rien, ça m'a fait plaisir. Comme dernière entrevue pour cette émission, j'ai parlé avec Mme Chantal Thibault. Nous avons parlé des équipes Les Cyclones du Bas-Saint-Laurent. Les 2 équipes de hockey féminin se sont démarquées lors du dernier tournoi BMO qui se tenait à Rimouski. Et on en a profité en même temps pour démystifier ce monde, le monde du hockey féminin que nous ne connaissons pas tous. Ben Chantal, merci de répondre à l'appel. Ça fait plaisir. J'aimerais, Chantal, que tu me parles un peu des équipes, les Cyclones du Bas-Saint-Laurent, les équipes de hockey féminin qui nous représentent ici pour le Bas-Saint-Laurent. Oui, dans le fond, cette année, on a encore un M15 et un M18 2A, des équipes intégrales, dans le fond, qui jouent à l'année toute la saison ensemble contre d'autres équipes féminines. La Ligue, ça couvre la grandeur, le territoire, disons, dans le Québec, là. C'est que c'est ça, dans le M15-2A, c'est des filles uniquement du Bas-Saint-Laurent. Okay. Mais dans le M18-2A, c'est des filles qui proviennent du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. C'est à peu près moitié-moitié, là. OK. Fait que dans le fond, quand on sort jouer à l'extérieur, on joue 2 parties. Puis quand on reçoit le local à Saint-Fabien, c'est 2 parties aussi. Fait qu'on jongle à travers les sorties extérieures, les parties locales et à faire des pratiques et à donner des fins de semaine de congé aussi, là, parce que c'est quand même exigeant sur le volet du transport. Hein. Oui. Oui. Comment est-ce que vous recrutez vos joueuses pour les équipes? Est-ce que c'est sur base d'inscription ou il y a des tests à passer? Comment vous fonctionnez? Dans le fond, on a un petit membership au Bas-Saint-Laurent. Là, on n'a pas... disons, 60 filles là, pour faire un camp d'évaluation. C'est sûr que c'est beaucoup de bouche à oreille aussi, beaucoup de PR. Dans le fond, avec nos plus jeunes, c'est des équipes de regroupement. C'est que on les réunit quelquefois durant la saison. Ils vont à la Coupe Chevrolet. Fait que là, on sème des petites graines. C'est que, comme au printemps, on retourne un sondage à tout le monde, voir si ils sont intéressés à venir jouer Cyclone. On explique un peu ça consiste en quoi une saison. Puis, à partir des réponses du sondage, ben, on va de l'avant. En septembre, on les réunit sur la glace. Fait qu'on est toujours... les 2 dernières saisons, là, je te dirais, on a assez de filles pour former des équipes. Okay. Les autres saisons auparavant, c'était toujours borderline qui nous manquait soit une gardienne, soit 2-3 joueuses. Là. Mais depuis les 2 dernières années, là, ça va bien sur ce côté-là. Là. Ouais, puis on fait parler, tu sais, je veux dire, on parle quand même beaucoup du hockey féminin de plus en plus. Ouais, c'est ça. Comme je disais, quand on réunit les plus petites, ben ils voient c'est quoi. Souvent, quand ils sont rendus Bam-Tam, les filles, pour toutes sortes de raisons, là, ils arrêtent de jouer avec les garçons. C'est qu'il y a toujours cette porte-là qui est ouverte de venir jouer avec le féminin. Là. OK. Puis, est-ce que vous savez, dans les 2 équipes, est-ce qu'il y a des joueuses qui proviennent de notre région ici, le Kamouraska? Dans le M15, il y a Sandrine Morin. Et dans le M18, il y a Méane Dion. OK. Bravo, les filles. Puis là, vous me parlez des 2 dernières années, puis j'ai juste votre opinion, j'ai envie de savoir si on prend ça sur une palette un peu plus large, disons on va dire 10-15 dernières années, comment vous voyez l'évolution du hockey féminin dans le Bas-Saint-Laurent? Il y a toujours des creux de vague, dans le fond, par année de naissance. Moi, je marche beaucoup avec ça. Là. Okay. Il y a 6 ans, on avait des équipes
qui évoluaient dans le 2A féminin. Il y a eu comme une baisse d'inscription. C'est que là, ça a comme arrêté. Puis après ça, dans le fond, il y a eu une augmentation. Puis après ça, ben là, on a pu repartir. Avec les sondages, là, toutes les filles qui jouent au hockey au Bas-Saint-Laurent, je les ai sur mes listes. Vois-tu, comme les 2013, on a comme 3 filles qui jouent sur le territoire. Là, c'est sûr que quand on va arriver à ces âges-là, ça va être un petit peu plus difficile. Oui. Tu sais, c'est pas une histoire, admettons, c'est vraiment qu'il y a juste 3 filles au Bas-Saint-Laurent de cette année-là, c'est ça. Mais, tu sais, admettons, les 2011, ben, ils sont 20. Tu sais, c'est jamais pareil d'une année de naissance à l'autre. Ça a bien été pour vous dernièrement dans un tournoi. Je pense que c'était un tournoi Rimouski, si je ne me trompe pas. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Oui, dans le fond, une nouvelle cette année, ben, on a essayé de le faire l'année passée, ça n'a pas fonctionné. Puis là, cette année, on était capable d'avoir 2 classes, dans le fond, dans le tournoi. Le tournoi BMO, ils ont été vraiment ouverts à travailler avec nous là-dessus. On a eu des équipes de la Ligue qui sont venues participer, mais on a eu aussi des équipes de l'extérieur, du Nouveau-Brunswick, Cap-Breton, Halifax. Oui. Ça nous a permis aussi en même temps de voir le calibre de jeu qu'il y a là-bas versus nous. Là, dans la Ligue, on finit par se connaître et tout ça, là, mais ça a été le fun de jouer contre des nouvelles équipes aussi absolument. Dans le cadre du tournoi. Puis nos 2 équipes, ils ont remporté le tournoi dans le M15 et le M18. Là, oui, la grande finale. Oui, c'est le fun. On dit que c'est un tournoi chez nous, malgré que on couvre tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, là, mais c'était le fun parce qu'on avait beaucoup de gens qui sont venus, des grands-parents, des matantes, oui. des amis. Ça fait que c'était le fun. Il y avait beaucoup d'ambiance et les filles ont apprécié aussi. Oui, c'est ça. Là, justement, je sais que vos pratiques ont lieu à l'aréna de Saint-Fabien, mais est-ce que vos matchs, disons, de saison régulière sont toujours à Saint-Fabien aussi ou ça peut se promener sur le territoire? La plupart du temps, nos matchs locaux sont tous à Saint-Fabien. Ouais. Donc, il va y avoir une partie à Saint-Pascal, dans le M15. Puis, il va y avoir dans le M15 aussi des parties qui ont été reportées qui vont jouer à Trois-Pistoles. Mais habituellement, tout se passe à Saint-Fabien. À Saint-Pascal, dans le fond, c'est le 3 mars et c'est à 12h30. OK, super. Les Cyclones accueillent les remparts du Richelieu pour une partie. OK, merci. Puis, je pense que l'avenir aussi peut être prometteur. Il y a des Jeux du Québec qui s'en viennent. Est-ce que vous allez y participer? Dans le fond, on a une équipe Est du Québec. Ce volet-là, pour les Jeux, ça comprend le territoire de Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et les îles de la Madeleine. À fin août, on a fait un camp d'entraînement parce qu'il faut que c'est une exigence, dans le fond, de la part de Sport Québec. Puis, on a sélectionné nos joueuses. Il y en a, dans le fond, 18 joueuses. Puis, de votre secteur, il y a une fille du Kamouraska, qui est Sandrine Morin aussi. Ouais. Puis, dans le fond, Jeux du Québec, ben, c'est ça, il y a 18 équipes. Comment ça fonctionne? C'est 6 divisions de 3 équipes. Nous, on est comme dans le pool 4. Il y en a eu l'année passée des Jeux à Rivière-du-Loup. Fait qu'on a terminé le hockey féminin en 16e position. Puis, dans le pool 4, dans le fond, on joue contre l'Abitibi et l'Outaouais. C'est qu'on fait ces 2 parties-là qui sont des rondes préliminaires. Puis après ça, ils positionnent dans un tableau. Puis après ça, tu joues les rondes de qualification pour les positions d'1 à 8. Puis 9 à 18, dans le fond, c'est les rondes de classement qui te placent pour disons, les prochains Jeux dans 2 ans. Puis, là, je vais vous poser une question qui est peut-être, on va dire, en dehors de votre rôle, vous, ici au Hockey Bas-Saint-Laurent, mais ces filles-là, après leur parcours ici dans la région, est-ce qu'il y a d'autres portes qui les attendent dans d'autres niveaux, peut-être provincial, je sais pas? Supérieur. Oui, supérieur, oui. Ben, c'est sûr que nous,
ici, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, on appartient sur le territoire de la structure 3A avec les As de Québec. Les As sont, dans le fond, ils jouent dans la Ligue LHEQ. C'est le niveau supérieur à nous. Puis, ils sont 8 équipes là, dans leur ligue. Okay. Si tu prends, mettons, une fille qui reste ici, qui joue son 2A, s'il y a des portes qui puissent s'ouvrir à elle par la suite, il y a le niveau collégial aussi qui est quand même accessible pour les jeunes filles. Pour Kamouraska, dans le fond, il y a Justine Pelletier qui fait partie des Carabins de Montréal. Justine, c'est sa dernière année, je crois, pour les Carabins dans la Ligue universitaire. Oui, ça, c'est l'Université de Montréal, les Carabins, ça se peut-tu? Pardon? C'est l'Université de Montréal, les Carabins, est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Oui, puis elle performe bien, Justine. Là, ça va bien pour eux autres. Là. Présentement, ils sont deuxième dans le classement. Les dernières parties se font en fin de semaine pour, après ça, commencer les séries. Okay. Il y a quand même des belles portes là, que les filles peuvent poursuivre tout en étudiant et en continuant de pratiquer leur passion. Oui, c'est ça. Ben, Madame Chantal, merci d'avoir parlé de notre équipe ici du Bas-Saint-Laurent, mais en même temps d'avoir fait pour ma part, c'est éducatif, là, un grand topo du hockey féminin ici et au Québec, c'est le fun. C'est bien, merci beaucoup de l'ouverture aussi que vous avez pour parler des filles. C'est important, puis on apprécie quand c'est possible. Ben, ça fait plaisir, merci. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. J'espère que vous avez du plaisir. Si vous voulez me joindre, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse presse@tvck.org. Ça me fera plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.